Et elles firent un village. C'est ce qui nous a plu aussi dans cette Pride, c'est le fait que ce soit les personnes les plus à la marge qui se retrouvent au centre pour pouvoir être au front, devant. On ne rentre pas dans la norme et tout ce qui est en dehors de la norme devient exclu. Et donc ces notions de radicalité, pour nous, c'est ces notions de revendiquer nos droits, de revendiquer l'humanité de chacun. Ne pas faire de compromis, que ce soit avec le féminisme blanc, avec la suprématie blanche, avec le validisme. Enfin, il y a des choses qui sont vraiment hyper importantes et sur lesquelles on peut pas faire de compromis parce que derrière, il y a des vies, il y a des enjeux beaucoup plus importants et beaucoup plus grands. Et quand on essaie d'être radical, pour moi, il n'y a pas de compromis, quoi. Et elles firent un village, un podcast par et pour les personnes queer racisées pour mettre en lumière la diversité des engagements militants dans notre communauté en Île-de-France et partager différents outils d'organisation collective. À travers 4 épisodes, nous aborderons la création d'un collectif avec l'exemple de queer racisés autonomes, l'organisation de la Pride radicale, le rôle des archives dans nos luttes et enfin des formes alternatives de militantisme. Et elles ont dit un grand stop aux LGBT blancs et blanches, stop à la pseudo-inclusion et à la tokenisation, stop de se battre plus que de raison pour faire entendre les revendications qui nous sont propres, stop de nous dire qu'on divise la lutte. Dans cet épisode, on va parler de la Pride radicale, une marche des fiertés queer mais aussi antiraciste et anticapitaliste. Cette marche, elle a été co-créée par le collectif Queer Racisés Autonomes, dont moi, Milos, je fais partie, mais pas que. Pour cette discussion, je suis en compagnie de Sam et Andy. Salut Sam, salut Andy. Salut. Milos. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avant qu'on révèle tout des coulisses de la Pride radicale, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Bonjour, je m'appelle Andy, pronom il ou elle, et je fais partie du collectif Maricolandia depuis 2021. Maricolandia est un collectif autogéré des garçons cis provenant du Sud global, et fondé sur l'entraide, le partage, l'amour et le mariconeo. Merci. Et moi, c'est Samantha, mon pronom c'est elle. J'ai cofondé le collectif Décolonisons le féminisme en 2020, donc ça fait 6 ans. Et nous, ce qu'on fait, on a un collectif de personnes racisées, femmes et minorités de genre. Et après, nous, ce qu'on fait dans le collectif, on fait plein de choses. On fait plein de trucs, mais principalement des groupes de parole et des sensibilisations dans les collèges auprès des jeunes, voilà. Et on est aussi dans la Pride radicale. Je voudrais ajouter pour Maricolandia, on lutte collectivement contre les oppressions comme la transphobie, l'homophobie, le racisme ou la précarité, entre autres. Et on développe des actions autour de la précarité migrante, de la santé et de la prévention. Ça passe par des ateliers, des cours des français, des permanences sociales et aussi des actions politiques construites ensemble. C'est trop cool, merci pour tout ce que vous faites. Vous faites des choses très différentes, mais aujourd'hui, on va parler manif. Alors, c'est quoi votre souvenir de manif le plus marquant ? Moi, c'est pas un souvenir de manif, mais c'est un souvenir de préparation de manif. C'est le jour où j'ai dit à un collectif avec qui on était dans le Pink Bloc, en plein dans la période pour le mouvement des retraites. Donc on était contre Borne, le gouvernement Macron, etc. Et en fait, je me rappelle, je les avais traités de macronistes et c'était c'était un fort moment d'organisation. Mais ça serait ça. Ok. Un fort moment bien ou en mal ? Non, c'était bien parce que j'étais bien contente de leur avoir dit ce que je pensais de leur manière de faire et de leur manière de se comporter, sachant que elles se prétendaient être de certaines luttes et en fait la réalité était différente. Donc c'était cool de pouvoir leur dire en face ce que je pensais. Voilà, c'était cool. Bravo. Et toi, Andy ? Un souvenir de manif marquant, c'était la Pride 2024. On a organisé un atelier de création de pancartes avec différents collectifs ainsi que les membres et bénéficiaires de notre collectif.
C'était pour nous un moment fort de socialisation, de partage d'idées, où toutes les personnes présentes ont pu plasmer leurs idées, les transformer, les exprimer directement, et de manière collective. C'était créatif. Et puis il y avait beaucoup de joie, beaucoup d'énergie et une vraie participation de tout le monde. C'était un moment simple mais très puissant pour nous. C'est trop beau, ça donne envie. Merci à vous deux. Je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, la Pride radicale, c'est 3 marches, bientôt 4, qui ont rassemblé dans la rue jusqu'à 40 000 personnes. C'est donc un mouvement qui prend beaucoup de place dans nos collectifs respectifs, dans nos vies, à titre individuel aussi, et ce, depuis déjà 2021. Je propose qu'on commence par le commencement, c'est-à-dire la genèse du projet. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça a démarré ? À l'époque, je n'étais pas présent. Mais Winner Wally, notre cher collègue et ami, était avec nous, et l'idée c'était de pouvoir rencontrer un endroit très divers, dans lequel on partageait aussi nos idées, nos luttes, et le fait de trouver cet endroit aussi safe, surtout où on puisse exprimer aussi parfois notre colère, nos rages, nos revendications. C'était beau et c'était important. Et ça, c'était la première raison pour laquelle on a démarré. Nous, pour notre part, c'est vrai qu'on connaissait, je crois qu'on avait déjà peut-être fait des choses avec QRA, je me souviens plus, ou pas, je me souviens plus, peut-être que c'était la première fois qu'on se rencontrait, mais nous, on nous avait parlé d'une co-orga sur le sujet de faire une pride radicale. Enfin, c'était plutôt une marche des fiertés antiracistes, parce que je crois que c'était le nom de la première pride. Et nous, l'idée, elle nous tentait énormément, parce qu'on est traversé du coup par ses orientations, par ça. Et en gros effectivement, on a eu envie de rejoindre ce mouvement qui est en train de se créer. Donc on l'a fait. Ça s'est fait. Franchement, j'ai essayé de réfléchir à comment ça s'est passé, mais je me souviens même plus. Je sais juste qu'effectivement, on était là dès les premières réunions d'organisation, et que très vite on a adhéré au projet, parce qu'en fait il me semble que QRA, je crois que c'était QRA qui avait proposé de faire une marche ou quelque chose comme ça, et il y avait rien qui était construit, il y avait juste l'envie de le faire, et l'idée c'était de le construire ensemble. Et nous, c'est vrai que cette idée de le construire ensemble, c'était une idée qui nous intéressait bien, parce que généralement dans les luttes, dans les mouvements, dans les co-organisations, on vous propose de venir une fois que c'est bien trop tard, alors que là c'était dès le début. Et voilà, et vraiment, je pense que, ce qui nous a plu, moi, ce qui m'a plu en tout cas, c'est le fait de faire une marche qui soit contre l'inter-LGBT, et ça c'était quelque chose de très important, et je pense que c'était ça aussi la genèse de notre Pride, c'était de faire une marche qui soit différente de celle de l'inter-LGBT, et dans laquelle on puisse revendiquer ce qu'on voulait, dans les formes qu'on voulait, avec les moyens qu'on avait, quoi. C'est ça, parce que c'est vrai que au tout début, il y avait plein d'organisations qui avaient été invitées pour réfléchir à cette marche. Rappelons quand même que c'était suite à 2020, la période Covid, donc l'inter-LGBT avait annulé sa marche. On avait, nous chez QRA, fait quand même partie d'une Pride politique qui avait eu lieu un peu en retard, du coup, début juillet, avec quand même l'idée qu'il y avait beaucoup d'ADELF LGBT qui étaient au front. Et je pense notamment à pas mal de personnes des communautés trans, et notamment sans-papiers, qui n'ont pas d'autre choix que de faire le travail du sexe, et qui sortaient malgré le Covid, et qui mouraient du Covid. Et donc, il était hors de question de pas faire de marche. Donc, on avait fait une marche politique en 2020, et en 2021, il y a eu l'envie de refaire quelque chose. Et surprise, sur le visio, on voit l'inter-LGBT, et ça matchait pas du tout avec nos convictions. Et voilà, effectivement, QRA avait invité plein de collectifs racisés à réfléchir à comment faire porter nos revendications dans cet orga-là. Et finalement, il y a eu une scission avec l'inter-LGBT qui organise sa marche de son côté,
et la Pride radicale. Moi, j'aimerais revenir un petit peu, avant de parler de l'organisation, etc., de la notion de radicalité, qui peut être connotée très négativement. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être radical ? Alors, pour Marie-Colindia, c'est une notion très importante parce que je pense que vient de l'exclusion. On parle vraiment des valeurs liées à nos origines. Donc, on ne rentre pas dans la norme et tout ce qui est en dehors de la norme devient exclu. Et donc, ces notions de radicalité, pour nous, c'est ces notions de revendiquer nos droits, de revendiquer l'humanité de chacun, mais aussi et le fait de rester ferme sur nos convictions, effectivement, et de pouvoir trouver cet espace pour bien sûr qu'on partage des valeurs communes, de pouvoir tenter des différentes manières de faire changer les choses. Là, je rejoins beaucoup ce qu'Andy vient de dire. Je suis d'accord sur le fait que pour moi, pour nous, la radicalité, c'est quelque chose de très important et de très central au sein de notre collectif. On se dit être un collectif radical, et c'est vrai que, c'est ce qui nous a plu aussi dans cette Pride, c'est le fait que ce soit les personnes les plus à la marge qui se retrouvent au centre pour pouvoir être au front, devant, et c'est ce qu'on a fait lors de la première Pride radicale, et vraiment c'était ça qui était hyper important, et c'est ça aussi qui, je pense, qu'on peut retrouver dans les collectifs ou les organisations, les assos ou les personnes, les indés qui nous rejoignent. J'ai l'impression que toutes ces personnes, elles ont un peu en elles un peu ce truc un peu radical, voilà, bon, c'est un peu cliché, mais oui, on est forcément ACAB, voilà, ce genre de choses très, voilà, des marqueurs de radicalité, quoi. Mais oui, voilà. Mais effectivement, oui, c'est vraiment ce truc de donner la place et la parole aux personnes les plus minorisées, les plus exclues de base dans la société. Vous y avez déjà un tout petit peu répondu, mais j'aimerais bien qu'on développe un peu sur à quel besoin cette initiative elle répond, et du coup comment est-ce qu'elle a été accueillie dans le milieu militant LGBT notamment, parce que du coup qui dit être radical dit ne pas faire de concessions, ne pas faire de compromis. Comment ça est-ce que c'est possible pour les marges de pas faire de compromis et d'être au centre? Quels enjeux il y a et pourquoi c'est important de pas faire de compromis, parce que c'est pas la stratégie qui est choisie par tous les collectifs composés de personnes minoritaires et marginalisées. Donc c'est un parti pris. Qu'est-ce que ça donne ? Pour moi, c'est important parce qu'en fait, accepter le compromis, c'est accepter le fait que on laisse forcément des personnes de côté. Or, le but de cette marche, c'est quand même de pouvoir, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre au centre les personnes les plus marginalisées. Et en ça, je trouve ça important de pouvoir, de pouvoir s'organiser dans ce sens-là et ne pas faire de compromis, que ce soit avec le féminisme blanc, avec la suprématie blanche, avec le validisme. Il y a des choses qui sont vraiment hyper importantes et sur lesquelles on peut pas faire de compromis, parce que derrière il y a des vies, il y a des enjeux beaucoup plus importants et beaucoup plus grands, et quand on essaie d'être radical, pour moi il y a pas de compromis, quoi. J'ai rejoint complètement ce que tu dis. Les oppressions comme la transphobie, l'homophobie, le racisme, je pense qu'il n'y a pas de point de négociation là-dessus. C'est des oppressions quotidiennes et surtout si on ajoute en plus la précarité migrante dans les cas de notre collectif, ce sont des luttes qui restent très très importantes pour nous. Faire des concessions, ça implique aussi affaiblir en fait nos principes. C'est un peu aussi une façon de s'auto-agresser. Je trouve que c'est important de rester sur notre valeur, nos principes, et le fait d'avoir rencontré cet espace
nous a permis aussi de voir qu'on partage ces valeurs et qu'on continue les luttes malgré les différentes difficultés ou les différentes aléas qu'on peut avoir sur la route. Et j'allais juste ajouter que c'est très important les valeurs, ce que tu dis sur les valeurs, parce qu'effectivement, on peut pas. Oui, en fait, j'ai l'impression qu'on est quand même liés aussi par ça. Enfin, ce truc de, on va pas faire de compromis, on va pas laisser des gens de côté, et ces valeurs-là, elles sont hyper importantes au sein de la Pride radicale. Et voilà. Très d'accord. Et moi, je voudrais savoir, est-ce que dans vos collectifs, ça a été une première pour vous de rencontrer ce type d'espace, et comment est-ce que ça a été accueilli par le milieu LGBT mainstream, ou même le milieu queer mainstream, appelez-le comme vous voulez. Comment ça s'est passé? Nous, au sein de notre collectif, il n'y a pas eu on n'a pas eu de. C'est vrai que c'était la première fois qu'on pouvait être dans une organisation où, comme tu l'as déjà dit tout à l'heure, Andy, on se sentait safe, dans le sens où safe de pouvoir s'exprimer. Après, ça n'empêche qu'il y a quand même d'autres choses qui se passent, mais au moins on n'a pas à négocier. Ça rejoint un peu ce truc des valeurs. On n'a pas à négocier là-dessus. Donc il y a des choses qui sont déjà clairement établies et ok, on peut se concentrer sur l'essentiel. Et du coup, ça évite de devoir perdre du temps et de l'énergie à devoir se battre contre des personnes qui sont racistes, transphobes, validistes, etc., etc. Du coup, ouais, c'est ce que je dirais là-dessus. Pour nous, on a eu différentes réactions, mais par exemple, pour les garçons, les personnes qui rejoignaient le collectif, on leur parlait de la Pride radicale. Le mot radical, parfois, il n'arrivait pas vraiment à le comprendre. Mais c'est juste au moment où on a pu exprimer les objectifs de la Pride et les collectifs aussi et associations qui étaient autour, et ils ont mieux comprendre en fait que il s'agissait d'une Pride qui défendait nos propres valeurs. Ils ont pu aussi se retrouver dans cette diversité qu'on a ici, et nous soutenir aussi. On a par la suite pu participer à différentes activités, et nous avons été très bien accueillis, et puis après le fait que si les collectifs de la Pride radicale participent à différents événements, que nous Marie Colandia aussi participe à des autres collectifs, ça a créé un réseau très important. Donc vraiment, on a pu le voir sur le terrain que cette Pride radicale nous a fourni énormément un espace vraiment pour pouvoir nous exprimer, partager et créer, malgré bien sûr les difficultés qu'on a humainement lorsqu'on fait un travail en groupe. Je voulais juste ajouter que sur le milieu militant LGBT, le fait que nous, notre collectif, comme de base, on a un collectif féministe antiraciste décolonial, les gens nous attendent pas forcément sur le sujet de la lutte LGBT. Et encore aujourd'hui, malgré le fait qu'on soit, qu'on fasse partie des organisations de la Pride radicale, c'est pas forcément à nous qu'on va penser pour ce sujet-là. Donc, voilà, c'était juste pour répondre à cette question de comment est-ce qu'on est perçu dans les milieux LGBT, malgré le fait qu'on soit co-orga de la Pride radicale, qu'on soit là depuis le début, qu'on fournisse énormément d'efforts. En fait, le milieu militant LGBT ne nous voit pas du tout comme, comme un collectif LGBT. Oui, je voudrais aussi ajouter, dans les cas des plusieurs collectifs des garçons cis homosexuels existants, et effectivement, nous ne faisons pas non plus partie de leur spectre. On voit effectivement une certaine exclusion. On a pu constater effectivement que malgré tout, il y a des garçons qui rejoignent aussi à chaque fois nos luttes. Mais c'est vrai que
et dans le mainstream des gays homosexuels, malheureusement pour l'instant, cette politisation nécessaire, cette prise de conscience plutôt que je dirais, reste à faire grandir. C'est vrai que moi j'ai le souvenir, bon, c'est des faits qui m'ont été rapportés, donc attention moment gossip, mais à l'époque où on organisait la première Pride radicale, il y avait des rassemblements aussi en lien avec la loi, les modifications de la loi pour la PMA, et donc il y avait forcément des personnes membres de la Pride radicale et des personnes membres de ce que j'appelle la Gay Pride, de l'inter-LGBT, qui s'était un peu moqué de membres de la Pride radicale, genre ah mais vous de toute façon avec votre marche il y aura que 500 personnes, nous on fait des grandes choses. Et je l'ai dit en intro, mais la première marche, il y a eu combien de dizaines de milliers de personnes dans la rue. Enfin, c'était aussi faire face à beaucoup de mépris. Et c'est marrant comment au tout début il y avait vraiment l'envie ou le besoin que les personnes racisées fassent partie de la marche, mais vraiment pour nous tokeniser, parce que c'est difficile d'être des orgas, en termes d'image en tout cas, d'être des orgas 100% blanches. Et puis derrière, ça a été très compliqué quand il y a eu des collectifs ou des personnes, donc des mecs cis gays blancs dans l'orga en minorité, parce qu'en fait, dans la pyramide hiérarchique des privilèges, les mecs cis gays blancs sont tout en haut. Et quand ils se sont retrouvés tout en bas parce qu'il y avait plus de personnes racisées et pas tant de mecs cis que ça de toute façon, cette dynamique, elle a été complètement renversée. Ils se sont plus du tout montrés pseudo-alliés et en fait ils sont partis de leur gars. Et donc il y a eu quand même pas mal de désaccords et de confrontations comme ça un peu enfantine. Donc c'était un peu lourd, mais on l'a fait. Est-ce que pour l'organisation de la Pride radicale, il y a eu des liens ou des soutiens d'institutions publiques, par exemple, ou est-ce que justement être radical, ça veut dire être autonome? Comment vous voyez la chose? Être radical, c'est être autonome et indépendant. On s'autofinance de A à Z. Tout est financé par les événements levée de fonds, la cagnotte, ce genre de choses, mais on n'a aucun fonds public, institutionnel, et je crois qu'on n'a pas envie que ça arrive, parce qu'on veut qu'elle reste radicale et qu'on puisse pouvoir dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, comme on le veut, sans derrière devoir répondre à un calendrier, un agenda ou à des demandes qui ne sont pas les nôtres. Donc c'est vrai que c'est super important pour nous de pouvoir rester autonome financièrement, pour pouvoir rester autonome tout court. Je rejoins complètement ce que tu dis, parce que lorsqu'il y a l'opportunité de financer, il y aura toujours des organismes, des entreprises qui voudront mettre la main et mettre dans leur agenda faire passer leur message qui est certainement contre nos valeurs, l'importance de pouvoir s'autogérer, et on a pu le constater dans nos collectifs que nous organisons différentes activités, nous faisons de nos mieux pour que nos collectifs vivent et leurs idées vivent aussi, malgré les difficultés aussi financières qu'on peut avoir. On voit que c'est possible nous-mêmes de pouvoir le faire, et donc ça reste notre priorité. Il y a ce truc très anticapitaliste, on n'est pas dans une démarche de, effectivement, la première marche, on a ramené énormément de monde, et celle d'après aussi, et ça aussi, ça montre que sans financement, on peut ramener quand même beaucoup de monde, parce qu'il y a énormément de monde qui adhère à ce message-là et qui attendent ce message-là et qui veulent ce message-là et à qui ça convient, et nous ça nous convient aussi. Et le but, c'est pas qu'il y ait 100 000 personnes, 1 million de personnes, non. C'est juste qu'on puisse bien nous entendre et bien pouvoir dire nos revendications dans la rue, et qu'elles soient entendues. Mais c'est vrai que même le but
le nombre, ça a jamais été un objectif en soi pour nous de nous dire ah ouais on va avoir tant de personnes. C'est vrai que je me rappelle de cette anecdote du début de ouais vous aurez même pas 500 personnes et finalement il y a eu 40 000 personnes. Mais effectivement, enfin voilà, ça a jamais été un but en soi quoi. C'est vrai qu'on espérait quand même qu'on soit plus de 500 personnes pour les faire taire, mais voilà. Bah pour les faire taire parce qu'il y a eu cette conversation, enfin cette petite attaque, mais en vrai au tout début on se disait mais s'il y a 500 personnes c'est déjà trop bien. C'est ça, exactement. Donc bon, au-delà de toutes ces formes de désaccords politiques voire de confrontation, c'est quoi les difficultés que vous rencontrez en interne, vraiment à l'intérieur de l'organisation? Je pense que travailler avec d'autres collectifs est riche, mais ça peut amener aussi à des tensions et des ajustements. Pour moi, une première difficulté, c'est la convergence des idées et des positions politiques. Même quand on partage des luttes communes, on n'a pas toujours les mêmes priorités, ni la même manière même de nommer ou de comprendre les choses. Donc, je pense que ça c'est important à tenir en compte. Il y a aussi la question de comment recentrer nos luttes, parce que on lutte contre énormément de discrimination en même temps, et il faut réussir à ne pas tout diluer, à garder un cap clair et sans s'effacer, qu'on fait partie des collectifs divers et qu'on a des spécificités. Et puis finalement, il y a la coordination, trouver ces espaces où tout le monde se sent représenté, sans reproduire des hiérarchies ou des exclusions. Ça demande beaucoup d'écoute, beaucoup d'aide justement en interne. Mais malgré ces difficultés, on collabore et ça permet de construire des moments forts et larges, politiquement parlant. T'as tout dit, je suis assez d'accord avec toi. C'est en fait c'est là aussi qu'on se rend compte on est tellement tous traversés par plein d'oppressions, par plein de discriminations, par plein de violences que la hiérarchie elle est dure à établir, que ce soit dans les luttes, dans le validisme en fait, parce que je sais que ça c'est un truc qu'on a déjà eu, c'est des conflits d'accessibilité par exemple, donc ça peut arriver aussi, et c'est comment est-ce qu'on peut gérer ça aussi en fait quand il y a plein de personnes qui sont minorisées, qui sont exclues et qu'on veut inclure, donc c'est vrai que c'est des questions qu'on doit se poser en permanence, c'est des réajustements qu'on doit faire en permanence, c'est des discussions qu'on doit avoir régulièrement. Malheureusement on manque de temps parce que on a une échéance aussi qui est la marche, et les années où on marche pas, c'est des années où on essaie de lever des fonds pour la marche d'après. Mais du coup, effectivement, ça serait, on aimerait et on tend vers ça. On a on a souvent des discussions politiques, mais c'est vrai qu'elles sont pas organisées parce que ça se passe en off ou alors ça se passe pendant nos réunions. Mais en réalité, le fait d'être là, de s'organiser tous ensemble, c'est déjà politique en fait. Donc, oui, parce qu'on nous a beaucoup reproché de diviser la lutte, alors exactement. Que l'après radicale c'est quand même une preuve d'unité aussi et de rencontre. J'aimerais savoir comment ça se passe la charge de travail à l'après radicale. Donc moi j'en faisais partie sur les premières éditions. Je suis partie, donc j'ai pas tous les updates. Mais je me demandais, là, à l'heure actuelle, vous êtes combien de personnes actives? Est-ce que c'est assez, pas assez? Je sais qu'à l'époque, en tout cas, c'était compliqué. On était combien la première Pride? On devait être 15-20 maximum pour l'organiser en un mois, je crois. Là, c'est vrai qu'on est, on n'est pas beaucoup plus. Je pense qu'on est une vingtaine de personnes. On a fait un recrutement il y a pas longtemps. Donc là, on va avoir de nouvelles forces vives, mais on tourne généralement autour de 15-20 personnes. Et parmi ces 15-20 personnes, il y en a 10 qui sont réellement actives tout le temps. Donc c'est vrai que la charge de travail et la répartition, elle est pas toujours, comme on voudrait, mais on essaie de s'améliorer, on essaie de travailler dessus. On a mis des choses en place pour éviter la surcharge de travail, notamment le fait de n'avoir que 2 pôles, alors qu'avant on était un peu sur tous les plans. Là on essaie de se dire on reste sur 2 pôles et
C'est quoi deux pôles? Alors deux pôles, c'est en fait on a plusieurs pôles au sein de la Pride radicale, le pôle communication, la logistique, le recrutement, etc., etc. Et en gros, avant plutôt on allait dans les pôles qui nous intéressaient en fonction des besoins qu'il y avait sur le moment, et ça fait deux marches déjà qu'on s'organise différemment et qu'on a décidé de mettre en place les pôles pour pouvoir mieux s'organiser. Et voilà, on s'est dit pas plus de deux pôles par personne pour pas avoir trop de surcharge de travail et éviter les burn-out militants, et voilà, et favoriser aussi la confiance entre nous qui des fois peut être mise à mal. Tu voulais rebondir ou pas? Je voudrais juste ajouter que aussi dans la manière où on peut apporter d'après nos points forts. Je sais que Marie Colindia a pu apporter son soutien pour la partie prévention et stade et santé sexuelle. Donc même on travaille à un effectif réduit, mais on est toujours content de pouvoir apporter de notre mieux, et bien sûr comptez sur nous et nous continuer à être présents avec après. Et c'est très important pour nous, votre présence et tout ce que vous faites et tout ce que vous apportez à la Pride radicale. Et je voulais juste rajouter que il y a aussi ce truc on vient avec les forces qu'on a, parce que oui, tous les collectifs, comme je l'ai déjà dit, on est tous minorisés, à la marge de la société, donc on doit déjà lutter dans nos vies, dans nos collectifs, pour une meilleure vie. Donc des fois il y a des années où il y a des collectifs où il y a beaucoup de personnes, des fois il y a pas beaucoup de personnes, des fois il y a personne pour les représenter, et voilà, on fait des ajustements. Et typiquement avec Marie Colindia, pour nous ils font toujours partie de la Pride radicale, même si voilà ils sont pas toujours présents à toutes les réunions. C'est très important pour nous que ce collectif soit là, et en fait ils apportent énormément à la Pride radicale. Donc sans vous, non. Et puis vous êtes là depuis le début. Donc, il y a Andy qui fait des cœurs avec les mains. Cœur. On a parlé de la charge de travail et du fait qu'il y avait très peu de personnes actives. Est-ce que il y a eu des choses qui ont été mises en place, mais c'est difficile de pas parler des temps de pause qu'il y a eu, c'est-à-dire des années sans marche. Alors pourquoi ces temps de pause, comment ça s'est fait, comment ça a été vécu aussi peut-être? Oui, alors effectivement, ces temps de pause, on l'a senti un peu du fait que on était moins visible, il y avait beaucoup de difficultés, beaucoup de quotidiens, et surtout qu'on voit que au niveau politique les choses changent tellement vite. Cet espace nous a manqué énormément, et je suis content que cet espace revienne, parce que il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire, mais effectivement c'était on est content en tout cas qu'on puisse avoir cet espace de nouveau, que ça revienne. Et moi sur ça, je dirais que le temps de pause il était nécessaire, parce qu'en fait au début on faisait une marche tous les ans, et ça nous permettait pas, comme je l'ai dit, on n'est pas beaucoup à être réellement actifs. En réalité, on va être 8-9 à être actifs, et ces 8-9 personnes, elles ont déjà des choses à faire aussi dans leur collectif ou organisation respective, ou dans leur vie tout court. Et en fait, les années de marche, tout est sur la marche. Voilà, tous les week-ends, les semaines, il y a énormément de réunions, il y a énormément de moments qui sont consacrés à l'organisation de la marche, et ça prend du temps. Et du coup, effectivement, ça nous permettait pas d'avancer non plus dans nos propres collectifs. Et souvent, les personnes qui étaient dans la Pride radicale pouvaient être aussi soit piliers, soit référents, soit avoir des responsabilités dans leur propre collectif, ce qui faisait que leur propre collectif ou organisation n'avançait pas, ou plus, ou au ralenti. Et comme l'a très bien dit Andy, on a aussi des luttes qui nous touchent et qui nous font vibrer tous les jours au quotidien. Et c'est aussi pour cette raison qu'on a décidé de le faire que tous les 2 ans, pour nous permettre d'avoir au moins une année où on peut se consacrer pleinement à nos collectifs sans être entièrement sur la marche, quoi. Parce que quand même l'organisation de la marche, ça commence de novembre jusqu'à juin. Donc voilà, c'est un gros temps.
C'est vrai que effectivement, déjà les luttes dans nos collectifs prennent aussi énormément de temps et sont nécessaires. En fait, c'est la raison d'être de nos différents collectifs. Et parfois, c'est important de pouvoir prioriser, pouvoir se concentrer sur nos luttes pour revenir plus fort l'année suivante. J'allais juste rajouter, c'est accepter aussi. Parce qu'on a un peu cette injonction quand on est militant à devoir le faire, à devoir y aller, etc. Alors qu'en fait on a le droit aussi à une pause, de faire une pause militante. Et nous c'est vrai que chez Décolonisons le féminisme c'est un truc pour lequel on milite vachement, les pauses militantes pour s'éviter des burn-out. Donc on accepte de dire que là on est fatigué et que là on peut pas, et que s'il y a des personnes qui veulent reprendre, qu'elles le fassent. Mais juste là, nous on peut pas et on est fatigué et voilà. Ouais, sans culpabilité et en rappelant quand même une chose évidente, mais que tout ce travail-là, il est fourni de façon bénévole. Exactement. C'est des semaines, des réunions très longues hebdomadaires, les temps de travail en dehors des réunions, et tout ça pendant des mois, de façon totalement bénévole, parce que les actions de levée de fonds, elles sont pas là pour financer les personnes, ou les heures de travail, elles sont là pour financer la marche, le matériel, la marche, la sécurité, etc. C'est vrai que ça fait beaucoup d'enjeux difficiles à gérer. Vous avez déjà un petit peu répondu à cette question, mais au-delà de la Pride radicale, toutes ces rencontres entre collectifs, qu'est-ce qu'elles ont pu vous apporter? Je rebondis sur le sujet. Effectivement, c'est un lieu d'échange, d'expérience, de partage sur l'avancée de nos différentes luttes, et ça nous permet aussi de confronter notre façon de faire, de mieux comprendre aussi ce que chaque collectif traverse. Je trouve que c'est aussi un espace très important pour discuter librement des sujets qui nous touchent au quotidien, dans un cadre safe, et où la parole circule, où on s'écoute, on ne se juge pas. Et surtout, donc ça c'est un aspect de soutien, hein, c'est un soutien humain aussi, même parfois matériel ou logistique, lorsque on participe à des actions entre nos collectifs. Donc ça renforce la visibilité de nos luttes auprès du public, auprès de l'État, des institutions, lorsqu'on est réunis ensemble. Que ça permet de se soutenir et lutter contre ces pressions et ces obstacles administratifs. Ouais, totalement d'accord avec toi. Je rajouterais que moi, c'est vrai que j'ai un peu, j'aime bien dire qu'effectivement, à la Pride radicale, bon, on vient pas forcément pour faire, pour se faire des amis, mais c'est faux parce qu'en fait, on vient pas forcément pour se faire des amis, mais de fait on finit par se faire une famille, et comme dans toute famille, il y a des hauts et il y a des bas, mais c'est vrai que ça a surtout renforcé les liens entre les collectifs qui sont présents. Voilà, ça nous permet effectivement de mieux être au fait de ce qui se passe, de comment ça se passe, des difficultés qu'il peut y avoir, et s'il y a besoin de soutien, de pouvoir être là. Ça a déjà été le cas à plusieurs reprises, donc c'est des choses qui se font, mais oui, c'est vrai que c'est super important cette organisation-là, elle est aussi importante pour ça, parce qu'elle nous permet de nous connecter, alors que de base on n'aurait pas forcément connecté à ces endroits-là, alors qu'on a quand même des choses en commun, le fait de faire partie de la communauté LGBTQIA+, mais voilà. Comment, avec la Pride radicale aujourd'hui, vous vous positionnez dans le paysage militant? La première marche, c'était en 2021. Là, on est en 2026. Il y a eu des orgas qui, à la base, étaient dans la Pride radicale et qui, maintenant, sont partis mener des actions plutôt dans la Gay Pride de l'inter-LGBT. Il y a la Pride des banlieues qui existe. Il y a eu le déploiement de Pride radicale dans d'autres villes de France avec lesquelles on n'est pas forcément en lien. Il y a même une Global Black Pride qui va arriver bientôt. Alors, est-ce que ça divise la lutte ou est-ce que c'est une bonne chose? Je dirais que aujourd'hui, c'est toujours aussi nécessaire de devoir faire une Pride radicale, encore plus aujourd'hui, sachant que les droits des personnes LGBTQIA+ sont menacés partout dans le monde et aussi en France. Donc ça reste quelque chose de très important et nécessaire à faire.
Maintenant, c'est vrai que il y a plein d'autres prides radicales qui se sont créées, et ça, on trouve ça vraiment super. On n'est pas du tout contre ni en opposition avec ces prides là. On va dire c'est le nom qui a été déposé, quoi, ce truc de pride radical, mais en réalité il y avait déjà des prides radicales qui devaient exister mais qui n'avaient pas forcément cette dénomination là et qui l'ont peut-être eu ou pas, mais effectivement, en tout cas, pour qu'une pride soit radicale, c'est que voilà, elle met en avant les personnes les plus à la marge, et c'est elles qui sont au centre. C'est le lien qu'on a entre toutes ces prides. Mais voilà, et je dirais juste que nous on reste l'OG, et voilà, c'est tout. Voilà. Et après, pareil avec la Pride des banlieues, aucune opposition. On a travaillé ensemble, même à un moment donné. L'organisation faisait partie de la Pride radicale, et elles sont juste parties par manque de force et de moyens, et pour pouvoir se concentrer sur la Pride des banlieues. Mais voilà, il y a vraiment aucune opposition. On invite fortement à aller à la Pride des banlieues, comme et elles font la même chose. Vraiment, voilà, il y a pas de concurrence, quoi. Enfin, voilà. Et même avec l'inter-LGBT, c'est juste que voilà, on n'est pas ensemble, quoi. Des façons différentes de militer, quoi. C'est ça, c'est tout. Exactement. Bon, il y a un autre point de convergence ici. De notre côté, effectivement, on peut ne pas être d'accord, surtout dans ces parties indépendance. Et je pense que c'est un sujet important au niveau des financements ou des ingérences qu'on peut avoir des différentes organisations. Mais bien sûr, les luttes, on a des luttes communes, on a des luttes très importantes pour toutes, et je pense que le fait de pouvoir diversifier, d'avoir beaucoup plus de marge, ça nous permet que nos idées et nos valeurs soient plus visibles. Donc bien sûr, au contraire, c'est mieux que c'est excellent, c'est génial que les différents mouvements existent. Super. Je ne sais pas si c'est trop tôt pour poser cette question encore pour l'instant, mais j'aurais voulu savoir, on veut tous savoir, c'est quoi le mot d'ordre cette année, ou en tout cas, c'est quoi les orientations, les priorités dans le contexte actuel, qui est pas plus favorable qu'en 2021. Est-ce que vous avez déjà une petite idée des sujets sur lesquels vous voulez vous concentrer cette année ? On a tout juste fait la première réunion pour le mot d'ordre la semaine dernière. Il y en a une autre la semaine prochaine. Donc pour le moment, on n'a pas, voilà, il y a tellement de choses en fait, et vraiment cette réunion la craignait cette année, parce que on savait que il y allait avoir tellement de sujets sur lesquels qu'on allait devoir aborder, et on s'est dit le mot d'ordre, ça va être quasi impossible de trouver un mot d'ordre qui puisse nous rassembler et rassembler tout ce qu'on aimerait dire. Mais on aimerait bien parler du contexte géopolitique actuel, toujours en soutien à la lutte palestinienne, bien évidemment, mais il y a aussi des choses qui sont très importantes pour nous cette année, comme la place des personnes migrantes, pouvoir lutter pour leurs droits, parce que en France c'est très très chaud ce qui se passe pour les personnes migrantes, donc ça reste voilà, on est quand même aussi en France, et c'est très important de voir aussi qu'est-ce qui se passe pour nos adelphes en France, donc ça reste très très important. Mais la situation partout dans le monde nous alerte et nous inquiète, et voilà, et fait qu'on a très envie d'en parler, mais voilà, il y a tellement de sujets que ça va être compliqué. On sait qu'on va pas pouvoir satisfaire tout le monde. C'est vrai que il y a une diversité des sujets qui nous touchent particulièrement dans le contexte migratoire français, européen, et effectivement des nouvelles restrictions dans notre cause migrante, et également certaines idées de financement de notre programme de santé. On voit aussi dans le contexte international la régression dans les droits des personnes trans, qu'on a pu constater aux États-Unis. Il y a tellement de sujets qui nous touchent, et j'espère qu'on pourra avoir j'espère on l'aura ces réunions bientôt pour vraiment parler, bien sûr, voir ces mots d'ordre, mais c'est clair que il y a énormément de sujets du contexte actuel qui vont être présents dans cette pride radicale.
Ça fait beaucoup d'enjeux difficiles à gérer quand on a des collectifs ou associations à faire tourner, en plus de notre tracas personnel. C'est quoi les trucs cool dans la Pride radicale? Qu'est-ce que ça vous apporte? Comme on l'a dit, le réseau, pas la visibilité parce que aujourd'hui on sait toujours pas qui co-organise la Pride radicale, mais le réseau, les rencontres, enfin voilà, les camarades de lutte qu'on rencontre et avec qui on lutte dans la difficulté, et puisque le truc cool, c'est surtout pouvoir avoir une marche qui nous ressemble. Moi, par exemple, j'avais jamais été marcher avant la Pride radicale, donc c'était ma première Pride. C'était aussi mon premier souvenir de marche en réalité. Enfin, mon souvenir de marche pour la question du début, mais bon, je voulais mettre autre chose. Mais effectivement, c'est le truc cool que ça apporte, et on voit bien. Moi, je vois tous mes potes qui viennent à la Pride radicale, leur retour, etc. Ça fait plaisir de dire que on fait ça aussi pour tous les adelphes racisés et LGBTQIA+. Et nous, on aime bien dire dans notre communiqué de Pride radicale que voilà, on pense vraiment à tous nos adelphes racisés et noirs qui se cachent au fond du placard et qui peuvent pas le dire tout haut. Et c'est vraiment pour ça aussi que, c'est ce truc cool là, de se dire au moins il y a un jour dans l'année où on peut être qui on veut et où on fera attention à ça, et où on sera pas affiché, outé quelque part ou quoi. C'est un moment de visibilité très important aussi pour nous. Nous sommes un collectif que des personnes concernées par les luttes contre le VIH. Et effectivement, ça aussi met en question. Je veux dire, on est souvent très questionné par la condition sérologique, et aussi la question migratoire. Donc, effectivement, avec les différents contrôles policiers, on sent que c'est vraiment compliqué pour beaucoup de personnes de participer, des garçons qui justement pour des questions culturelles ou d'origine ne peuvent pas être présents. Du coup, c'est le fait de pouvoir participer nous permet de faire entendre leur voix et de pouvoir les soutenir. Donc c'est notre espace justement, c'est le moment pour pouvoir profiter de cet espace pour parler. Est-ce que vous avez une dernière chose à partager à nos auditeuristes? Non, moi je dirais juste merci à QRA pour toutes vos initiatives, pour tout ce que vous faites. C'est quand même vous qui avez initié cette première Pride radicale en invitant tout plein de collectifs, donc merci pour tout, merci pour ce podcast, merci pour tout. Oui, merci beaucoup pour cet espace, et merci QRA pour être toujours si proche de nous et pour garder toujours cet espace et nous motiver, nous encourager à nous améliorer, à continuer. Et puis donc juste pour le public, si c'est ce que vous avez entendu résonne entre vous, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à participer, à venir partager, relayer ou contribuer. Mais en tout cas, on construit cet espace ensemble, et je suis vraiment très ravi de pouvoir participer comme le collectif Marie-École India et comme je pense tous les collectifs. C'est des super phrases de fin qui prouvent que les wokistes ne sont pas que des haters. Voilà. Non, pas du tout. Amour. Love. Et à travers la Pride radicale, elles firent un village. Sam, Andy, merci de nous avoir accordé ce temps et cette énergie, ainsi que pour toutes vos actions.